Bonjour à tout le monde. Alors on va commencer avec juste un petit rappel pour élargir notre vision dans le temps et dans l'espace. Donc on a souvent l'idée que Marseille c'est une ville de pierre. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore pas longtemps, si on regarde le temps long de l'histoire, Marseille c'était une ville de terre à l'époque grecque. Donc ça c'est juste un petit rappel pour regarder un peu plus loin. Tout en sachant que, comme on a déjà vu ce matin, surtout dans la première présentation introductive, donc on sait qu'on a un gros souci aujourd'hui de ressources avec notre planète, qu'on le sait, est limitée. Donc il faut qu'on regarde de manière différente la question de l'utilisation de la matière et de l'énergie. On est un peu écartelé entre cette nécessité de bien gérer matière-énergie et la numérisation, etc. Donc pour faire face à ces questionnements, il faut effectivement changer de point de vue, donc se tourner vers une pensée qui est complexe, vers l'interdisciplinarité, remplacer la notion de paysage avec celui de biorégion au milieu, et surtout regarder les choses d'un peu plus loin, donc ne plus regarder l'homme comme étant au centre de tout, mais en faisant partie d'un tout, ce qui veut dire aussi qu'il faut regarder ce qui nous entoure, pas comme quelque chose, une ressource qui est à exploiter, mais plutôt quelque chose avec laquelle on va travailler avec, dans un autre mode de pensée. Et ça, évidemment, ça a des implications dans la pensée et dans le projet, en architecture. Et en particulier, on voit que dans les dernières années, il y a eu un changement par rapport à la pensée, disons, du projet du XXe siècle, mais qui a des racines, qui prend racine à l'époque de la Renaissance, où l'architecte, il avait une idée au début et après, il réfléchissait à comment la matérialiser. Là, on revient un peu en arrière à ce qu'il disait Vitruve, c'est-à-dire de repartir de la pratique, donc du travail manuel, de la matière, et c'est des pensées qui reviennent beaucoup aujourd'hui dans plusieurs domaines, dont l'architecture. Là, on a mis par exemple les écrits de Tim Ingold, et en architecture en particulier, donc on se questionne sur la matière, les ressources, dont le climat. Donc pour faire face à ce renversement dans la pensée de projet, ce que nous proposons, c'est de repartir de ce qu'il y a autour de nous, donc d'un inventaire et la spécificité. Donc, il y a plusieurs inventaires qui sont très intéressantes. La spécificité de notre inventaire, c'est d'être situé et d'inventorier le potentiel des ressources qui sont autour de nous. Donc, qu'est-ce qu'on inventorie comme ressources? Ça, c'est un travail qu'on mène à l'école avec aussi des étudiants en séminaire. Donc, tout d'abord, on répertorie la ressource climat, les énergies naturelles, et ça, il y aura une présentation plus détaillée à ce sujet demain. Ensuite, les matériaux bio-géosourcés qui vont avec des savoir-faire, et on répertorie aussi les architectures rurales vernaculaires en tant qu'exemple de mise en œuvre de cette énergie et ces matériaux à travers des savoir-faire. Pour faire ça, on s'appuie sur des ressources qui existent, des archives, l'enquête, le chantier 1425, mais d'autres ressources aussi écrites et des relevés, des visites, de l'arpentage du territoire, des visites, des relevés. Et en particulier, donc, dans ce cadre, on a répertorié pas mal de typologies d'architecture rurale en tapis dans notre région. Et là, je laisse Christelle continuer. Est-ce que ça... Oui, ça marche. Donc, comme on venait à Toulouse et comme on pense que PACA, c'est de la pierre et du caillou, et c'est beaucoup de pierre et du caillou, on a pris l'exemple du tapis, puisqu'on a le même mot entre Toulouse et nous, dans le sud. Et donc, puisque aussi le sujet c'était l'architecture vernaculaire, on interroge qu'est-ce que c'est que l'architecture vernaculaire. Alors, il y a quelques définitions. Si on dit que c'est du pays, que c'est populaire, fait par les gens du cru, on va dire, on regarde quand même ça avec une forme de regard critique, c'est-à-dire que le vernaculaire, en réalité, dans le sud, en tout cas dans le sud-est, limite, c'est le parpaing aujourd'hui, en fait, le vernaculaire, si on est très, comment dire, lucide, on va dire. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'idéologie, ce qu'on est en train de faire nous-mêmes, c'est-à-dire de valoriser l'architecture vernaculaire, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'idéologie, en tout cas, de quoi on parle? Il se trouve que
alors, au Moyen-Âge, enfin là, c'est une carte qui a été faite par De Chazelle, qui est une chercheuse archéologue en PACA plutôt, mais qui s'est aussi intéressée à Occitanie. Au Moyen-Âge, il y avait de la Bauge, du Pisé, dans le sud-ouest, on va dire, et puis c'est remonté dans l'époque moderne et contemporaine, jusque chez nous, jusque Rhône-Alpes, où il y a plutôt du Pisé. Et si on remonte clairement, si on regarde des cartes, en fait, en termes de vocabulaire, ça nous vient d'Afrique du Nord, et donc de Tabia, Tapi, Tapia en Espagne, et c'est remonté jusqu'à chez vous et chez nous, gentiment, et ça finit par s'appeler Pisé en Rhône-Alpes, et sans doute, du coup, il y a une autre influence. De cette recherche, enfin, donc, du coup, c'est quoi le vernaculaire? Dans quelle mesure c'est pas finalement véhiculaire, le Tapi, en tout cas chez nous? Parce que cette tradition existe, enfin, il y a on va le voir, il y a de l'architecture en pisé, en tapis, mais les savoir-faire justement ont plutôt disparu, c'est-à-dire que la pierre a pris la relève énormément. Voilà. Donc en fait, c'est une question, on va dire, qu'on pose, est-ce que cette histoire d'architecture vernaculaire, c'est pas un peu comme le mythe de la cabane, un espèce de ressort qu'on aime quand on a des problèmes. À chaque fois que se fait sentir le besoin d'un renouvellement de l'architecture, on va réimpulser. Alors, il y a eu la cabane, aujourd'hui, c'est l'architecture vernaculaire. Alors, donc, l'inventaire qu'on mène, en fait, on redéfinit PACA, alors ça paraît un peu bizarre, mais disons qu'on redéfinit PACA, notre terrain de jeu, avec des notions de biorégion, donc avec les bassins versants, les forêts, enfin le couvert végétal, le climat et le relief. Donc ça donne une carte un peu bizarroïde de PACA, mais qui du coup est définie dans son épaisseur, plutôt qu'évidemment dans ses limites administratives, qui nous intéressent peu. On fait des cartes qu'on superpose, alors elles ne sont pas superposées, donc géologie, là au milieu c'est des ressources fibres, à droite c'est les ressources... alors c'est des potentiels évidemment, donc ce sont les essences d'arbres, enfin bon je ne vous fais pas le détail, c'est des cartes qui ont 3 profondeurs de regard, on peut zoomer donc on a évidemment des informations différentes, c'est-à-dire on part des essences, feuillus résineux, puis bois d'œuvre, puis en termes de bois d'œuvre qu'est-ce qu'on a, enfin, etc., etc. Donc si on revient à l'architecture en tapis, là, c'est superposé en fait avec une carte réinterprétée, on va dire, du sous-sol, de la géologie, donc de la présence d'argile. Alors, on sait, par l'archéologie notamment, qu'il y a du tapis dans la basse vallée du Rhône, mais nous, on en a trouvé, par exemple, dans le Var. Le Var lui-même, le CAE était persuadé qu'il n'y avait pas de terre, mais que de la pierre, et en fait, donc si. Donc en fait, nous, on est beaucoup dans une réacculturation, je ne sais pas comment dire, une acculturation de l'architecture de terre, mais si, ça fait partie de notre patrimoine, même s'il est un peu véhiculaire, quoi. Donc au final, on a, bon, très classiquement, qui sont les 2 images un peu plus light, des enduits de terre qui sont plutôt au fin fond des Hautes-Alpes et des mortiers de terre. Et puis on a toute une diversité en fait d'architecture en pisé, diversité de mise en œuvre, donc assez classique, on va dire, qu'on connaît, dans des endroits là, sur 1 km², enfin alors ça du coup, pardon, on est dans la vallée du Rhône moyenne, on va dire en dessous, entre Avignon et Arles, quoi, enfin au-dessus d'Arles et Avignon, pardon. Là, c'est dans 1 km² dans la plaine de la Crau, il y a une grande diversité en fait de mise en œuvre, avec cailloux, sans cailloux, assises de pierre, de galets de rivière, enfin on a tout un tas de choses. On a des briques de pisé, voilà, il n'y a pas vraiment de nom, jusqu'à des expérimentations assez étonnantes, c'est-à-dire qu'on retrouve des mesures de banches de pisé, mais en fait c'est plus du pisé, c'est à peu près, c'est assez similaire, mais c'est un mélange de galets de la Durance avec un conglomérat un peu, oui, il nous reste 2 minutes, j'arrive, un conglomérat de ciment, sans doute avec de la terre, etc. Et on a une autre partie qui est dans le Var, là justement, assez différente quand on prend des mesures, puisque les savoir-faire, c'est aussi savoir mesurer, et quand on est architecte, on mesure, dimension qu'on retrouve plutôt dans les écrits de Cointreau. Donc, parce que donc, l'architecture vernaculaire, pardon, se veut du coup non savante. Alors, qu'est-ce que c'est que le non-savant? Parce qu'en fait, une architecture sans architecte, sachant que architecte, c'est quand même un mot qui est récent, un diplôme qui est récent, enfin, qu'est-ce que c'est? Et est-ce qu'il y a vraiment des non-sachants sur ces chantiers? En fait, jamais réellement, c'est-à-dire qu'il y avait des tapières, des artisans qui étaient quand même formés pour. On le voit aussi par l'intermédiaire des charpentes. Enfin, là, je n'ai pas les photos, mais peu importe, ce n'est pas des bois posés, c'est des charpentes. Donc, il y a eu derrière des charpentiers qui avaient un savoir-faire minimum, voire assez expérimenté parfois. Donc, ce n'est pas
pas tant sans architecte que ça, on va dire, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas le titre. Ce qui est intéressant dans la diversité qu'on note, on va dire, dans la base d'Allée du Rhône, c'est qu'on retrouve la diversité, justement, qui aujourd'hui existe en Espagne. Et si on dit que c'est remonté, justement, que ça a été véhiculaire, qui s'est arrivé jusqu'à nous. En tout cas, alors est-ce que la diversité est arrivée d'Espagne ou est-ce qu'on a retrouvé une diversité locale? Je ne sais pas, mais du coup, je trouve qu'en regard, on pourrait re-regarder ce qui se passe en Espagne. Justement, là, c'est ça. Alors, pardon, ça, on va faire plus vite. Là, du coup, pardon, je viens à ce qu'on fait effectivement dans le séminaire. Donc, on fait des relevés, on réimplante les bâtiments dans leur environnement, on en fait des maquettes et on étudie les dispositifs constructifs à travers des grosses maquettes. Et en fait, on en fait des chaînes opératoires. Donc, les chaînes opératoires, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de faire de nos étudiants des tapières, c'est de faire quand même des architectes, donc d'abstractiser ces savoir-faire. Donc, on a une double abstractisation. On passe d'abord par les chaînes opératoires des savoir-faire, qui nous permettent de transformer ça aussi en verbe-action. Donc, on a des espèces de grandes choses comme ça, graphiques, qui fait qu'on retrouve des mots qui peuvent migrer. Enfin, c'est-à-dire que l'objectif de l'inventaire, c'est pas tant de faire de l'inventaire et se dire youpi, on peut aller, je sais pas quoi, excaver la terre et utiliser tout ça pour faire de l'architecture. C'est qu'à un moment, ce qu'on fabrique, c'est être au bord du projet, c'est-à-dire que du coup, c'est susciter ce qui va permettre des analogies, ce qui va permettre en fait des ressorts de projet. Là, l'assemblothèque, c'est des verbes-actions sur ces savoir-faire qui fait que, à titre d'exemple, si tisser, ça va bien pour le jonc, je sais pas quoi, on pourrait très bien tisser du bois ou tisser de la pierre, et là, d'un seul coup, ça y est, on est parti dans le projet. Bon, voilà, nous, les filières sont très en retard. Bon, je vais laisser là, puisqu'on va, sinon on va déborder en temps, mais on va dire que les filières sont très en retard, voilà. En tout cas pour la terre crue. Il y a quand même un phénomène top-down et bottom-up, c'est-à-dire qu'en fait, on a des petites associations qui fabriquent des BTC, par exemple. Et puis inversement, sur Marseille, forcément les petites associations sont dans la ruralité. Sur Marseille, les chantiers, les terres d'excavation, des chantiers d'Euroméditerranée, récupérés par Saint-Gobain pour voir ce qu'on peut faire, comment on revend la terre plusieurs fois, comment on se fait un peu d'argent là-dessus, voilà tout ça. Allez, on s'arrête là, basta. C'est pas ce que je veux dire.